Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. S'agit-il d'une intervention française de trop au Tchad? C'est l'avis de l'Union des forces de la résistance au moment où Idriss Déby annonce la destruction complète de ce qu'il appelle des mercenaires. Et dans ce journal, nous parlerons également de la campagne présidentielle au Sénégal. Réagissant aux propos d'Abdoulaye Wade, qui est de retour au pays, le ministre de l'Intérieur assure que le premier tour aura bien lieu le 24 février. Ici, aux États-Unis, remis au goût du jour, le débat sur la déclaration d'impôt de Donald Trump. Bonsoir. Situation confuse au Tchad où le président tchadien Idriss Déby Itno a affirmé ce jeudi en Conseil des ministres que la colonne de mercenaires qui a récemment fait son entrée dans le nord du pays depuis la Libye voisine a été complètement détruite. Aucune perte en vie humaine et en matériel n'a été enregistrée du côté gouvernemental, selon N'Djamena. Mais pour Youssouf Hamid, porte-parole de l'UFR, l'Union des forces de la résistance, les propos du président tchadien ne traduisent pas la réalité du terrain. L'UFR, c'est bien le groupe armé qui affirme avoir été visé par les frappes françaises, la France qui a annoncé avoir procédé à des frappes de Mirage 2000 contre une colonne de pick-up, de 50 pick-up, dont près de 20 ont été mises hors de combat. Pour parler de cette situation un peu confuse, on le disait donc au Tchad, accueillons sur ce plateau Timothée Denanmaï, il est chef du service francophone à VO Afrique. Timothée Denanmaï, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir John. Alors, quelle analyse vous faites de cette situation qui prévaut en ce moment au Tchad, depuis quelques jours d'ailleurs? Alors John, pour les Tchadiens, c'est du déjà vu. Les années passées, le danger venait de l'est du Tchad, donc de l'ouest du Soudan, du Darfour, où opéraient des groupes rebelles tchadiens. À la suite de l'amélioration des rapports entre le président Idriss Déby Itno et son homologue soudanais Omar Hassan el-Béchir, eh bien, ces groupes se sont déplacés et maintenant opèrent à partir du sud de la Libye. Et donc, c'est de cette zone que sont venues ces colonnes qui, selon N'Djamena, ont été détruites dans des raids aériens. Alors, des colonnes de l'UFR, et ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de cette organisation. En 2008 déjà, elle avait tenté un putsch et in extremis, ils avaient été stoppés une fois encore par la France. Comment expliquer cette implication de la France dans les affaires du Tchad? Mais la France a toujours été au Tchad depuis les temps coloniaux. Le Tchad était un territoire militaire français et donc depuis lors la France a toujours été aux côtés du président Idriss Déby Itno. Il y a une base aérienne française à N'Djamena depuis des années et étant donné l'implication du président Déby dans différentes situations en Afrique, en ce moment au Mali, au Nigeria, donc le président Déby est devenu un peu l'allié naturel des Français dans cette zone-là. Et quand vous voyez l'emplacement stratégique du Tchad, cela explique bien les rapports qu'il y a entre la France et le Tchad. Et pendant ce temps, c'est le petit peuple qui a du mal à subvenir à ses besoins. Il y a des grèves à répétition au Tchad, enseignants, avocats. Comment y trouver une solution? Alors, pour les groupes de la société civile, les partis politiques, les syndicats, ce qui manque au Tchad, c'est le consensus. Alors, on a eu ce forum national organisé par les autorités tchadiennes en 2018 et qui a abouti à la mise en place de la 4e République. Ce forum a été boycotté par la principale coalition de l'opposition. Du coup, les opposants disent que le président Idriss Déby a verrouillé la situation dans le pays et du même coup s'est arrogé toutes les ressources nationales. Et à côté de ça, des problèmes de corruption. Et donc, tout cela fait qu'il est aujourd'hui difficile au gouvernement tchadien de répondre correctement aux besoins de la population.
Merci Timothée Donama. Je rappelle que vous êtes chef du service francophone donc à VOA Afrique. Merci d'être venu. En République centrafricaine, l'ONG, groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine, a demandé ce jeudi aux autorités de rendre public l'accord de paix conclu samedi à Khartoum au Soudan, paraphé mardi dans la capitale soudanaise et signé mercredi à Bangui, sans que son contenu ne soit dévoilé, suscitant interrogations et doutes. Dans son communiqué, le GTSC justifie sa requête par la nécessité de porter à la connaissance du peuple les clauses de l'accord de Khartoum afin que les Centrafricains soient rassurés de ce que leurs préoccupations ont bien été prises en compte. À cette demande, le gouvernement a répondu qu'on ne peut pas publier un document avant que tout le monde l'ait signé. Et on reste dans la région pour parler du Cameroun. Les États-Unis ont mis un terme à plusieurs programmes d'aide militaire et sécuritaire dans ce pays. Washington invoquant des accusations de graves violations des droits humains de la part des forces de l'ordre camerounaises. Selon le département d'État, les programmes arrêtés concernent notamment la formation et les pièces détachées pour les avions de transport militaire américains C-130 appartenant à la flotte camerounaise ainsi que la livraison de 4 bateaux de patrouille, de 9 véhicules blindés et d'un système radar. L'ensemble de l'aide supprimée représente un montant de plus de 17 millions de dollars. Félix Tshisekedi termine ce jeudi à Brazzaville la 3e étape de sa première tournée hors de son pays après sa prise de fonction le 24 janvier dernier. Un entretien avec son homologue Denis Sassou Nguesso figurait en bonne place du programme du nouveau président de la RDC. Les deux hommes entendent poser les bases d'une nouvelle page de relations entre leurs deux pays. Pour les analystes politiques, cette visite officielle de Félix Tshisekedi est très significative vu les relations qu'entretiennent les deux pays, leur position géographique et leur histoire commune. Avant Brazzaville, la première tournée à l'étranger du nouveau président de la RDC l'a conduit en Angola et au Kenya lors de son séjour à Nairobi. Son homologue kenyan Uhuru Kenyatta lui a offert hier son aide pour ramener la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal aura lieu le 24 février, selon le calendrier prévu, a assuré mercredi le ministre sénégalais de l'Intérieur, au lendemain de l'appel de l'ex-chef d'État Abdoulaye Wade à s'opposer pacifiquement à la tenue du scrutin. L'ex-président sénégalais, qui est arrivé ce jeudi au Sénégal, ouvre son appel à empêcher l'élection présidentielle verrouillée, selon lui, pour assurer la reconduction de son successeur Macky Sall, rencontrait peu d'écho. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Alors que le Sénégal est en pleine campagne électorale, l'ancien président Abdoulaye Wade sort de son silence et appelle la population à s'opposer à la tenue du scrutin le 24 février prochain. Nos concitoyens doivent le proclamer haut et fort et manifester leur réprobation de cette élection qui n'est qu'un instrument de confiscation du pouvoir. Abdoulaye Wade n'a pas donné de consigne de vote en faveur d'un des 4 candidats de l'opposition qui défieront l'actuel chef de l'État. Le fondateur du principal parti d'opposition PDS, dans cette vidéo enregistrée à Versailles en France, a dénoncé l'élimination de la course à la présidence des 2 principaux rivaux potentiels de Macky Sall, son propre fils Karim et le maire déchu de Dakar, Khalifa Sall, tous 2 frappés par des condamnations judiciaires. Son appel au boycott n'ébranle pas cependant les autorités de Dakar. J'ai entendu le président Wade, que nous respectons tous pour tout ce qu'il a fait dans ce pays, mais je pense que c'est des positions simplement d'hommes politiques qu'il exprime, mais le scrutin, Inch'Allah, aura lieu. Le ministre de l'Intérieur rassure par ailleurs quant au début de l'acheminement du matériel électoral vers les 14 régions du pays. Selon lui, tout le matériel électoral sera à destination d'ici le 9 février 2019 pour la tenue du scrutin à la date prévue. Le Conseil des ministres de l'Union africaine s'est ouvert ce jeudi à Addis Abeba, en Éthiopie, un conseil qui intervient quelques jours avant le 32e sommet de l'organisation prévu du 9 au 11 février prochain.
Cette session sera aussi celle du bilan pour Paul Kagame après un an à la tête de l'Union. Kagame, qui était arrivé à la tête de l'organisation avec l'envie de la réformer. Il avait notamment insisté sur l'autofinancement de l'organisation avec l'instauration d'une taxe de 0,2% sur les importations, une mesure déjà adoptée par la moitié des pays africains. Beaucoup reste à faire en revanche pour ce qui est de la force africaine de maintien de la paix et sur d'autres chantiers importants, des chantiers auxquels devrait s'attaquer l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui prend donc les rênes de l'Union africaine. De nombreux Zimbabwéens se tournent vers les médias sociaux pour s'exprimer dans un pays qui contrôle depuis longtemps le flux d'informations via les médias d'État. Lors des récentes manifestations, le gouvernement a bloqué l'accès aux réseaux sociaux et prévient qu'il le fera à nouveau. Malgré tout, et comme le rapporte Columbus Mavunga de Harare, beaucoup de Zimbabwéens trouvent d'autres moyens de faire entendre leur voix. C'est un récit signé Arzuma Compaoré. Âgé de 23 ans, Trésor Bassopo a commencé à bloguer après avoir eu du mal à trouver un emploi, bien qu'il soit diplômé en économie. Il exprime sa désapprobation sur le président Emmerson Mnangagwa et son gouvernement sur les médias sociaux. Pour lui, bloquer les réseaux sociaux est inacceptable. La démocratie implique que les personnes s'expriment et jouissent de la liberté de conscience, comme le stipule la constitution du Zimbabwe. Pour moi, c'était la mort de la démocratie au Zimbabwe. Les seuls qui tweetaient et utilisaient les médias sociaux populaires, c'étaient ceux de la diaspora. Et les gens sont devenus plus innovants et ont utilisé des applications comme Telegram et aussi des réseaux privés virtuels. Un VPN ou réseau privé virtuel est un service qui se connecte de manière sécurisée à un serveur et maintient l'activité privée en ligne. Cela lui a permis de bloguer pendant les manifestations, même si le gouvernement avait bloqué l'accès aux médias sociaux. Notre gouvernement est très anxieux et méfiant vis-à-vis des médias sociaux car il a l'habitude de cacher et de manipuler l'information. Les autorités de Harare ont défendu leur action et déclaré que le gouvernement bloquerait à nouveau les médias sociaux si nécessaire. Les réseaux sociaux ont été utilisés par des criminels pour causer du chaos. C'est pourquoi le gouvernement a vraiment dû les bloquer. Le gouvernement prévoit l'adoption d'une loi sur la cybercriminalité afin de punir les auteurs présumés d'abus. Avec cette mesure, les citoyens pourraient être accusés de transmission de messages incitant à la violence ou endommageant des biens. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Ici aux États-Unis, les démocrates majoritaires à la Chambre des représentants accentuent la pression pour obtenir les déclarations d'impôts du président Donald Trump. Ceci alors que le locataire de la Maison-Blanche dénonce ce qu'il appelle un harcèlement présidentiel en référence aux enquêtes du FBI et de la Chambre visant son entourage. Les explications d'Abdourahmane Dia. C'est un président Trump très en colère qui réagit à l'annonce de différentes enquêtes parlementaires visant ses impôts et sa famille. Sa cible, Adam Schiff, un démocrate qui vient de prendre en main la commission des renseignements à la Chambre. C'est quelqu'un qui essaie de se faire un nom. Ça s'appelle harcèlement présidentiel et c'est regrettable. Et ça fait du mal à notre pays. Alors que le procureur spécial Robert Mueller est sur le point de conclure son enquête selon le ministère de la Justice, les démocrates qui viennent de prendre le contrôle de la Chambre ont décidé de lancer leurs propres enquêtes sur les finances du président. Mardi, devant le Congrès, ils les avaient pourtant mis en garde. Un miracle économique est en cours aux États-Unis. Les seules choses qui peuvent l'arrêter sont des guerres insensées, la politique ou des enquêtes partisanes et ridicules. Les démocrates, qui viennent d'indiquer qu'ils allaient élargir leurs enquêtes, ont rejeté ce qu'ils considèrent comme une menace de la part du président. Ces efforts visant à décourager toutes les tentatives à contrôler de façon significative son administration ne sont pas acceptables. Selon certains experts, la bataille pour l'accès aux déclarations d'impôts du président pourrait prendre plusieurs années et devenir une longue bataille juridique. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Mettre un terme à l'épidémie du VIH-Sida d'ici à 2030 aux États-Unis et au-delà, c'est le défi de Donald Trump. Il l'a annoncé cette semaine lors de son discours sur l'état de l'Union. Avortement, l'OMS tire la sonnette d'alarme. L'organisation estime à plus de 25 millions le nombre d'avortements effectués dans le monde chaque année. Redonner un nouveau souffle à l'industrie du meuble au Sénégal, c'est la mission de Babacar Thiam et comme nous le verrons, il connaît un succès fulgurant. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous recevons notre collègue Mouamadou Oumfa. C'est pour la rubrique santé. Bonsoir Oumfa. Bonsoir John. On commence à parler donc du VIH-Sida. Le président américain Donald Trump veut mettre un terme à l'épidémie du sida d'ici à 2030 aux États-Unis. Avant de commenter son propos, donc, réécoutons ce qu'il a dit devant les deux chambres du Congrès lors de son discours sur l'état de l'Union. Les avancées dans le domaine de la science ont fait d'un rêve lointain une réalité. Mon budget demandera aux démocrates et aux républicains de dégager les moyens nécessaires pour éliminer l'épidémie de VIH aux États-Unis d'ici 10 ans. Alors, Mouamadou, comment comprendre donc cette annonce du président américain? Qu'est-ce qu'elle augure dans la lutte contre le VIH-Sida? Il convient, John, de préciser deux choses importantes. D'abord, que l'élimination de l'épidémie du sida est un objectif connu depuis au moins 2015, quand le Conseil de coordination du programme de l'ONU-SIDA a adopté une stratégie pour mettre un terme à l'épidémie en tant que menace de santé publique d'ici à 2030. En outre, il faut préciser, John, que depuis 2003, le gouvernement américain finance la lutte à travers le PEPFAR qui est le programme du président américain de lutte contre le sida mis en place par le président George Bush. C'était en 2003. Ceci étant, le fait que le président américain en parle dans un message capital comme le discours sur l'état de l'Union montre bien que cette épidémie préoccupe toujours le gouvernement américain, alors même que de nombreuses ONG et autres acteurs impliqués dans la lutte craignaient que des coupes budgétaires de la part des États-Unis, qui restent l'un des principaux bailleurs de fonds pour la lutte contre la maladie, que ces coupes-là ne viennent affaiblir la lutte contre le sida. Pour l'instant, ce ne sera donc pas le cas, mais concrètement, que signifie mettre un terme à l'épidémie du VIH-Sida d'ici à 2030 aux États-Unis? Est-ce une ambition réaliste? Oui, le secrétaire à la santé, Alex Azar, a bien indiqué que l'objectif est de réduire le nombre de contaminations par le VIH aux États-Unis. Actuellement, environ 38 000 personnes sont contaminées par an et l'objectif est donc de réduire ce nombre de 75% d'ici 5 ans et de 90% en 2030, ce qui est possible et rentre en droite ligne des objectifs 90-90-90 de l'ONU-SIDA, qui signifie que 90% des personnes qui vivent avec le VIH-Sida soient dépistées, 90% de ces personnes dépistées soient sous traitement antirétroviral et 90% des personnes traitées aient une charge virale indétectable. Et donc, John, pour y parvenir, il faut que les gens soient dépistés, mais surtout que les populations à risque aient accès à la prophylaxie pré-exposition. C'est un traitement qui consiste pour les personnes qui ne sont pas encore porteuses du virus du sida à prendre des médicaments avant des rapports sexuels avec des personnes à risque. Ceci afin de réduire les risques de contamination quand bien même l'autre partenaire est porteur du VIH-Sida. Mais cet objectif, John, ne sera pas atteint sans une intensification de la lutte dans les populations clés, c'est-à-dire les minorités sexuelles, les travailleuses du sexe et les consommateurs de drogue. Or, ce sont des communautés qui restent difficilement accessibles à cause de la stigmatisation et de la discrimination. Le gouvernement américain admet d'ailleurs, John, que seulement 10% des gens à risque pouvant bénéficier de la prophylaxie pré-exposition prennent effectivement le traitement.
Et signalons, John, pour finir, cette réaction de la Société internationale pour le sida qui indique qu'en plus de voter un budget, le Congrès et le gouvernement américain doivent examiner de près les législations et les pratiques qui maintiennent ou renforcent la stigmatisation et les injustices sociales et sexuelles parmi les populations clés. Et c'est justement à ce prix, John, que l'épidémie, le sida, pourra être vaincu d'ici 2030. Vivement donc que ce soit cela. Mohamedou Mfa, merci d'être venu, mais vous restez avec nous puisqu'on continue de parler d'un sujet qui a trait à la médecine. Donc l'Organisation mondiale de la santé estime à 25 millions, Mohamedou, le nombre d'avortements dangereux qui ont lieu dans le monde chaque année, dont la quasi-totalité dans les pays en développement. Au Kenya, le groupe Marie Stopes estime à environ 2600 le nombre de femmes qui meurent chaque année suite à des avortements non médicalisés. Témoignage Hana Yorubi avec une survivante. Le reportage est d'Eraël Mbour. Dilidiko raconte. Nous allons l'appeler Martha, ce qui n'est pas son vrai nom, parce qu'elle ne veut pas être identifiée. Martha était mariée et mère de 3 enfants quand elle est tombée enceinte de son 4e en 2010. Son mari ne voulant pas d'un autre enfant, à 6 mois de grossesse, elle a trouvé une clinique pour pratiquer un avortement clandestin. J'ai commencé à saigner. Je me suis assise dans un seau rempli d'eau froide. Je transpirais et perdais mes forces. Le fœtus est sorti, mais maintenant le problème était que le placenta n'était pas sorti. Je me suis évanouie. Environ un demi-million d'avortements ont été effectués au Kenya en 2012. Selon un rapport publié en 2018 par le Centre de recherche Africa Population Health, le ministère de la Santé et l'ONG internationale Public Sector Accounting Standards. Nous recevons 3 à 4 cas par mois dans notre établissement, mais souvenez-vous qu'il y en a d'autres qui meurent à la maison, qui n'ont personne pour les amener dans un centre. Il y a des causes multiples à cela, y compris les restrictions de la loi sur l'avortement médicalisé, le manque d'informations pour les femmes et les jeunes filles sur les endroits où l'on peut obtenir des services sécurisés. Il y a aussi, en particulier pour les jeunes, un accès limité aux méthodes contraceptives. Le groupe Marie Stopes dit s'efforcer de sensibiliser le public sur les dangers liés aux avortements clandestins. Mais il fait souvent face à l'incompréhension de certains groupes confessionnels et traditionnels. Et nous accueillons tout de suite Yacouba Ouedraogo pour un résumé de l'actualité sportive. Bonsoir Yacouba, on commence par l'Égypte. Mohamed Salah sera hors de la pelouse en mars. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, l'Égypte qui fera sans Salah en mars. Mohamed Salah ne jouera pas contre le Niger et le match amical également contre le Nigeria, a fait savoir le vice-président de la Fédération égyptienne de football, Ahmed Choubié. Pays hôte de la CAN 2019, l'Égypte achève les éliminatoires de la compétition par un déplacement sans enjeu au Niger le 22 mars prochain, avant de se rendre au Nigeria pour un match amical le 26 mars. Pour ces 2 rendez-vous, eh bien, le sélectionneur des Pharaons, Javier Aguirre, a prévu de donner la chance à de nouvelles têtes tout en ménageant certains cadres comme Mohamed Salah et le taulier de la défense centrale, Ahmed Egazi. Et puis, Moussa Wagué a été ajouté sur la liste pour la Ligue des Champions. Arrivé au FC Barcelone l'été dernier, l'international sénégalais a été promu en équipe A pour la seconde moitié de la saison. Conséquence, alors que Moussa Wagué était absent de la liste des joueurs inscrits pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, le Lion de 20 ans fait son apparition sur celle pour les matchs à élimination directe de la C1. En compagnie du Ghanéen Kevin Prince Boateng, recruté cet hiver, le Barça affrontera Lyon les 19 février et 13 mars prochains en 8e de finale. Et pour finir, Alexander Seferin, réélu président de l'Union européenne de football. Le Slovène a été réélu président de l'UEFA lors du congrès de la Confédération européenne de football organisé à Rome. Alexander Seferin, 51 ans, avait été élu en septembre 2016 en remplacement de Michel Platini, suspendu de toute activité liée au football. Seul candidat en liste, il a été réélu par acclamation. On fera tout notre possible pour avoir le mondial 2030 sur notre continent, 12 ans après le grand succès qu'a été la Coupe du Monde en Russie, a-t-il déclaré. Voilà donc de quoi trouver le Maroc sur son chemin. À demain. Merci Yacouba Ouedraogo.
Partons au Sénégal, où Babacar Thiam donne un nouveau souffle à l'industrie du meuble dans son pays. Ce jeune artisan passionné utilise des barils usés pour confectionner ses meubles et connaît un succès grandissant. Écoutons le récit de Jad Rivette. Construire des meubles à partir de barils, c'est l'idée qu'a eue Babacar Thiam. Ce jeune Sénégalais produit aussi bien des tables à manger que des armoires ou encore du mobilier de chambre. Pour ce faire, il transforme le métal des barils et les rembourre. Tout a commencé en 2017 quand j'ai transformé un baril en mangeoire pour moutons. Tout d'un coup, j'ai été inspiré, je me suis lancé. Ma première tentative n'était pas très réussie et personne n'en voulait, mais j'ai réessayé et la troisième fois, j'ai accompli l'exploit. En 2008, j'ai commencé à créer des meubles dans mon atelier que j'étais exposé à la vue des passants et sur les réseaux sociaux. Depuis ce jour, les commandes affluent. Par jour, je peux faire jusqu'à 5 salons, plus un jour supplémentaire pour la finition. Ce qui fait le succès de Babacar Thiam, c'est l'originalité de son concept et de ses produits qu'il réinvente chaque semaine pour ses clients. Vendues entre 200 et 500 $, ces créations attirent un public divers, notamment sur les réseaux sociaux. Quelque chose quand même qui serait en droite ligne avec la philosophie start-up. Parce que nous, on n'aime pas les bureaux classiques, entre autres, donc on aimerait quelque chose quand même de plus fun, plus original, qui donne envie de rester au travail, de rester travailler jusqu'à des heures tardives. Et maintenant, en cherchant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur certaines créations ou certaines innovations qui ont été faites par Babacar. Dévouement, perfectionnisme et originalité sont les mots d'ordre de Babacar Thiam. Face à son succès grandissant, il espère un jour élargir son marché et peut-être même créer son propre empire. Et nous vous laissons avec ces belles images des rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan. Vous vous en souvenez, peut-être l'édition de l'année dernière a été un succès. Donc les organisateurs ont voulu récidiver en beauté. Ils annoncent cette année la création d'une école de formation au cirque pour les jeunes talents africains. Ce festival accueille sur 5 jours, de mercredi à dimanche, 48 artistes de 7 compagnies originaires du Japon, de France, du Maroc, d'Afrique du Sud et d'Éthiopie, avec un invité prestige, le Cirque du Soleil du Canada. C'est une rencontre culturelle d'une grande portée sociale. On y reviendra dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.